Le nouveau ministre du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Joseph Kwame Gomando, entame ce mardi une mission de terrain qui va durer 2 semaines. Il s'agit d'une mission d'évaluation dans 14 communes des régions maritimes, plateau et centrales, ainsi que dans le district autonome du Grand Lomé. L'objectif est d'évaluer à la fois le niveau de mise en œuvre des projets inscrits dans les plans de développement communal PDC et la capacité de mobilisation des ressources financières ainsi que leur utilisation rationnelle. Pour rappel, la mission a démarré le mardi passé dans le Grand Lomé et se poursuit ce mercredi dans la Maritime avant d'atteindre les plateaux les 10, 11 et 12 septembre, puis la région centrale. Par ailleurs, il faut souligner que la mission principale du ministère est de favoriser le développement des régions. S'inscrivant dans le cadre des réformes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, dont l'un des objectifs est de soutenir les petites et moyennes entreprises TPME par le biais d'une nouvelle charte et la création de l'Agence de développement des TPME, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a offert un atelier de quelques jours aux TPME. Le but de cet atelier est de renforcer les capacités des TPME et les partenariats entre ces entreprises. Afin d'accentuer la nécessité pour les petites et moyennes entreprises de collaborer entre elles, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a déclaré en l'entame de cet atelier, je cite, « Dans un monde des affaires en constante évolution, la capacité à forger des partenariats solides est plus que jamais cruciale. Les partenariats ne se limitent pas simplement à des transactions commerciales. Les partenariats sont une alliance stratégique qui, lorsqu'elle est bien gérée, peuvent apporter des avantages mutuels et propulser les entreprises vers de nouveaux sommets. » Fin de citation. Les échanges ont gravité autour de plusieurs thèmes, notamment l'accès au financement, la gestion des ressources humaines et la recherche de partenariats stratégiques. Le dit atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère. Rappelons qu'en début d'année, 4 503 nouvelles entreprises ont été créées au Centre de formalité des entreprises, CFE. Ces chiffres sont en baisse de 3% comparativement aux chiffres des statistiques de l'année précédente qui s'élevaient à 4 655 sociétés. Parmi ces structures, 3 810 sont portées par des Togolais et 693 par des étrangers. Le gouvernement togolais a émis une alerte en raison d'une montée prévue du niveau de la mer au cours des mois de septembre et octobre 2024. Les services hydrologiques et océanographiques ont signalé que cette élévation pourrait entraîner des inondations soudaines, des érosions côtières, ainsi que d'autres perturbations maritimes affectant potentiellement les populations vivant le long du littoral. En réponse à cette situation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé des mesures de prévention. La cellule de veille nationale, mise en place pour surveiller ces phénomènes, continuera de suivre de près l'évolution de la situation. Les autorités ont recommandé aux habitants et aux visiteurs de la côte d'éviter les baignades et toutes les activités à proximité immédiate du bord de la mer durant cette période. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Caliste Batossi Majulba, a précisé que des patrouilles renforcées seront déployées pour assurer l'ordre et la sécurité sur les plages. Des campagnes de sensibilisation seront menées pour informer la population des précautions à prendre et des mesures de sécurité en vigueur. Le gouvernement appelle à la vigilance et invite les citoyens à respecter les consignes officielles pour réduire les risques liés à cette montée des eaux. Il est important de rappeler qu'au Togo, chaque année à partir de septembre, le niveau de la mer connaît une élévation. La coopération de tous est essentielle pour atténuer les risques liés à ces conditions maritimes et protéger les populations vulnérables.
Premier revers pour le président Diomaye Faye. Lundi, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de révision constitutionnelle proposé par le gouvernement. Le Parlement, dominé par le parti de l'ancien président Macky Sall, a rejeté par 83 voix contre 80 le projet de suppression de 2 institutions consultatives à l'issue de débats houleux diffusés sur les réseaux sociaux. Le nouveau président élu en mars et son premier ministre Ousmane Sonko se retrouvent sans majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre leur politique de rupture. La révision aurait supprimé le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et selon le gouvernement, il aurait permis de faire une économie combinée de 15 milliards de francs CFA, un peu plus de 25 millions de dollars. Face à ce blocage, une dissolution du Parlement semble se dessiner à l'horizon. Le président sénégalais a déjà saisi le Conseil constitutionnel sur cette question et selon cette juridiction, l'Assemblée pourrait être dissoute le 12 septembre, soit 2 ans après l'installation des députés de la 14e législature. Plus de 24 heures après, la prison centrale de Makala conserve encore en partie le mystère sur l'enchaînement des événements. Mais les dégâts matériels donnent à voir la violence meurtrière et la confusion qui a régné ici. Premier témoin de ce que les autorités décrivent comme une tentative d'évasion, les habitants du quartier, encore inquiets. Nous dormions et tout à coup nous avons entendu des coups de feu provenant de la prison. On nous a dit que les prisonniers avaient traversé le mur et qu'ils s'étaient échappés. Il y a eu de nombreux morts. D'après les autorités, le bilan est lourd. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. D'après le ministre, la situation est désormais sous contrôle. Il annonce que des enquêtes sont en cours et que les transferts vers le centre pénitentiaire sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais aucune information n'a filtré sur d'éventuels détenus en fuite. Dans le quartier de la prison bouclé par la police, on réclame des mesures rapides. Nous voulons que les autorités déplacent la prison car elle est trop proche de la population. Nous avons même fait partir nos familles d'ici. Si le plus grand centre pénitentiaire du pays dispose d'une capacité de 1500 places, Makala héberge en réalité entre 14 et 15 000 personnes dans des conditions catastrophiques. Devant ce tribunal militaire, des anciens membres des forces de défense populaire doivent répondre de leurs actes. Les faits qui leur sont reprochés sont graves, violences, agressions sexuelles et meurtres commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le Bureau général des forces de défense du peuple soudanais s'est engagé à demander des comptes à toutes les personnes qui travaillent pour le FDPSS si elles commettent des délits. Nous sommes prêts à les traduire en justice, y compris pour les violences sexuelles commises par le personnel militaire à l'encontre des femmes, des filles et des mères durant la période de conflit. Et ce, afin de rendre justice à la population de Maridi. La ville de Maridi, dans le sud, a été particulièrement touchée par les violences lors des conflits. Aujourd'hui, la population réclame justice. Avec l'appui financier et matériel de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la Cour martiale a pu étudier 12 affaires au cours d'un procès qui a duré une journée. En tant que personnes handicapées, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Par exemple, une personne handicapée qui ne peut pas marcher peut être violée. Et elle a peur de le signaler à cause de la honte. Elle peut même être tuée par le violeur, surtout s'il s'agit d'un soldat. Nous voulons sensibiliser les gens pour qu'ils se sentent en sécurité et surtout qu'ils sachent que le gouvernement est là pour les protéger. À l'issue du procès, le verdict tombe. 8 soldats ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité. D'autres ont été acquittés et libérés. Les personnes condamnées devront également verser des indemnités aux victimes.
Constantine, dans l'est de l'Algérie. Réputée pour sa beauté, la ville des ponts suspendus a tout pour être un site touristique majeur et créer des centaines de milliers d'emplois. Depuis un an, le nombre de chômeurs de la ville diminue peu à peu. Mais ils sont toujours 67 000 à y chercher du travail. Aymen Abbas a 29 ans. Technicien en plomberie, il n'a jamais pu trouver un poste en entreprise publique ou privée. Fatigué d'être au chômage, il a décidé de lancer sa propre entreprise de vente de galettes traditionnelles. Un petit boulot, loin de ses études et de ses aspirations. Ça fait des années que j'ai décroché mon diplôme. J'ai déposé mon CV un peu partout en vain. Malgré ça, j'ai refusé de baisser les bras. J'ai commencé à réfléchir à lancer mon propre projet et mon choix s'est porté sur ce commerce de la galette Kesra. Dieu merci, j'ai démarré à partir de rien, j'ai dû emprunter de l'argent, mais je gagne assez bien ma vie. C'est mieux que de rester au chômage. Le chômage devenu une fatalité pour les jeunes Algériens depuis des décennies, à Constantine comme à Alger, la ville la plus peuplée du pays. On retrouve Sid Ali Mahdi dans ce port de la capitale. Le jeune homme de 28 ans part en mer tous les matins à bord de ce petit bateau qu'il emprunte à son frère. Diplômé en gestion des ressources humaines, il n'a pas pu trouver d'emploi après son service militaire. J'ai déposé des demandes et des CV un peu partout. À chaque fois, c'est le même scénario. C'est le favoritisme qui prime. Si tu ne connais pas quelqu'un d'assez bien placé, ce n'est pas évident de trouver un travail. Je suis resté 2 ans au chômage, puis j'ai décidé d'exercer ce métier afin de gagner de quoi vivre. C'est mieux que de rester les bras croisés. La pêche, autrefois un simple passe-temps, est devenue son métier. De quoi vivre pour ce jeune homme qui s'apprête à se marier. Moi, j'ai refusé de prendre l'allocation du chômage donnée par le gouvernement. Je préfère travailler dur et suer pour gagner de l'argent. Instaurée il y a 2 ans, l'allocation chômage de l'État a vu son montant passer de 13 000 à 15 000 dinars, de 88 à 100 euros. Depuis, quelques 2 millions de jeunes âgés de 19 à 40 ans en ont bénéficié selon le ministère du Travail. Je suis venu déposer mon dossier pour bénéficier de l'allocation de l'État. C'est une somme d'argent qui nous aide, nous les chômeurs, en attendant de trouver du travail. Le taux de chômage en Algérie a baissé et se situe à environ 12%, mais s'élève à 36% pour les jeunes de moins de 24 ans. L'Afrique face au défi du réchauffement climatique. Ces dernières années, le continent est violemment impacté par ces changements et dispose de peu de moyens pour anticiper et éviter les dégâts causés. Conséquence, les pays africains sont vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou encore les vagues de chaleur. Le continent est pourtant responsable de moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Afin d'anticiper les risques, le système d'alerte précoce se présente comme une solution adéquate. Cet outil de gestion du risque climatique permet d'émettre des alertes météo à l'avance afin d'évacuer les populations les plus à risque. Ce système permet également de prévenir les catastrophes climatiques telles que les inondations ou encore les canicules. En juin dernier, l'Organisation météorologique mondiale a approuvé une feuille de route pour la mise en œuvre accélérée et à grande échelle de l'initiative Alerte précoce pour tous. Dans la région du Sahel, les inondations ont touché plus de 716 000 personnes et au Mali, les inondations du mois d'août ont été classées catastrophes naturelles. Enfin, en Afrique de l'Ouest, la vague de chaleur sans précédent de ce début d'année a entraîné une augmentation du nombre de décès.